Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix Compte sur LCP. C'est vendredi et comme chaque vendredi, puisque chaque voix compte, eh bien c'est à vous que nous avons choisi de donner la parole ce soir pour une émission un peu particulière. Elle est avec nous depuis 80 ans, elle nous accompagne, elle nous fait réfléchir, elle nous fait rire, elle nous fait pleurer aussi parfois. Elle, c'est elle et elle, c'est nous. Et c'est Alice Augustin, grand reporter au magazine Elle, qui va m'accompagner ce soir pour évoquer notamment les combats qu'il reste à mener en faveur des femmes. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos trois invités. Bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Et un grand merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonsoir Cécile Duflot. Merci d'être là. Vous êtes la directrice générale d'Oxfam France. Et bonsoir Anne-Cécile Mailfer. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Fondation des femmes. Merci sincèrement à toutes les trois d'avoir accepté de vous prêter ce soir au jeu des questions-réponses avec notre public. Nous allons parler des violences sexistes et sexuelles, nous allons parler des inégalités sociales, nous allons parler de la santé des femmes, de leur corps, des réseaux sociaux, des espaces non mixtes. Et je salue aussi ce soir à nos côtés la sémiologue Mariette Darigrand. Bonsoir Mariette. Bonsoir Adèle. Est-ce qu'il y a un mot qui vous inspire en particulier ce soir? Oui, un mot qui s'écrit avec un E au bout, mais c'est le mot virile. Ça paraît un peu une provocation, mais pas du tout, vous allez voir. On a hâte d'entendre ça, Mariette. Voilà pour le programme de ce soir. A priori, puisque cette émission, je compte sur vous, c'est vous qui allez la faire. Installez-vous confortablement chez vous. Chaque voix compte, c'est parti. C'était le 21 novembre 1945, il y a 80 ans, jour pour jour, paraissait le tout premier numéro du magazine Elle, avec en couverture une jeune femme blonde au manteau rouge, tenant un charroux dans ses mains. La France sort de la guerre, on a envie de couleurs, mais le papier est rationné à l'époque et le magazine ne fait que 24 pages. 80 ans plus tard, le Elle de cette semaine compte 194 pages. Il est à l'image des femmes, en fait. Il a grandi lui aussi. Et nous avons demandé à sa directrice, Véronique Philippona, de faire un choix ce soir. Choisir 4 unes marquantes depuis 80 ans. Elle a bien voulu le faire avec Maïté Frémont. Le magazine a 80 ans cette semaine, puisqu'il a été fondé en 1945 par Hélène Lazareff, avec l'idée, au sortir de la guerre, de simplifier la vie des femmes. Parce que si la France est libérée, la femme est loin de l'être. Privée de tout pendant la guerre, les Françaises ont soif de nouveautés. Elle va leur en donner. Les femmes venaient d'obtenir le droit de vote en 1945. Elles n'avaient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari. Il n'y avait pas l'avortement, il n'y avait pas la pilule. Et donc, en effet, en 80 ans, nous avons progressé, mais il reste toujours des combats à mener. La part du rêve, c'est les couvertures de Elle. Pour effectivement raconter les 80 ans, il a fallu sélectionner quelques couvertures. Et je pense que Simone Veil, ça reste une héroïne, bien sûr, pour son combat pour l'avortement. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est une héroïne qu'on aimerait qui serve de modèle aussi pour les générations futures. Donc pour moi, je pense que c'est important aussi d'incarner dans certaines couvertures des femmes qui ne sont pas forcément des actrices ou des mannequins. Et Simone Veil en fait partie. Emmanuelle Béard, en 2023, qui témoigne effectivement de l'inceste qu'elle a subi quand elle était jeune petite fille. Il faut prendre la parole, il faut parler, mais cette parole, il faut en faire quelque chose. Pour elle, prendre la parole en une de elle le dit d'ailleurs dans l'interview, elle dit « les mots sont le premier soin ». Et donc elle explique pourquoi c'est si compliqué, pourquoi ça a mis si longtemps et pourquoi elle brise le silence aujourd'hui. Cette autre une que j'ai choisie, donc de novembre 2017, en couverture, 9 femmes qui avaient été victimes de violences conjugales et qui s'en étaient sorties. Et leur donner la parole comme ça et leur offrir cette une, c'était aussi une manière de pouvoir leur rendre leur identité. Du sérieux dans la frivolité, de l'ironie dans le grave. La formule d'Hélène Lazareff est toujours d'actualité.
Femmes afghanes, port du voile, filles des cités. Au milieu du glamour des défilés, elles continuent de s'engager. Quand donc les Américains ont quitté Kaboul fin août 2021 et que les talibans ont repris le pouvoir, il m'a semblé absolument crucial effectivement de faire entendre la voix des Afghanes qui, du jour au lendemain, n'avaient plus le droit de travailler, d'aller à l'école, de faire des études, de sortir même sans un tuteur. Et on voit d'ailleurs, cette une date de fin 2021, et on voit que la situation des femmes afghanes aujourd'hui n'a pas du tout, c'est plutôt vraiment, aujourd'hui, elles sont comme enterrées vivantes. Si le L peut continuer à mettre la lumière sur effectivement le combat des femmes, non pas seulement en France, mais à l'international, on le voit, même dans des pays hyper démocratiques comme les États-Unis, aujourd'hui, l'avortement ne va plus de soi. Donc il faut être toujours aux côtés des femmes. Toujours être aux côtés des femmes. Eh bien, je vais vous poser la même question à toutes les trois. Quelle une du magazine Elle vous a particulièrement marqué, Aurore Berger? Ouais, on en parlait juste avant, c'est un peu une question de transmission. On me demandait si j'étais abonnée à Elle. Ma mère était abonnée à Elle, je suis abonnée à Elle. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi qui se transmet parfois de génération en génération. Je n'ai pas une particulière qui me revienne parce que ça fait partie presque d'un quotidien. En fait, de le feuilleter, c'est quelque chose de familier qu'on a à la maison, qu'on s'approprie. Et c'est vrai que la devise, je trouve, a bien traversé les époques. On a à la fois des reportages internationaux sur des grandes questions graves de société, des choses qui apparaissent comme étant plus légères, mais qui permettent aussi de donner à voir ce que sont les femmes, comment elles ont grandi, évolué, pris leur place, acquis leurs droits et leurs libertés. La mode en fait partie. La mode, c'est évidemment aussi l'expression de la liberté. Et on voit aussi justement à travers ces unes qu'elle a particulièrement évolué et changé. Cécile Duflot, vous avez en mémoire une du Elle? Moi, j'en ai une et c'est très personnel. Vous allez me dire peut-être à quelle époque c'était. Dans mon souvenir, c'est Emmanuelle Béard qui pose nue de dos dans l'eau. Et elle est plus très jeune. Et vous vous souvenez ce qu'elle avait pour lui tenir ses cheveux? Oui, c'était sa culotte qu'elle avait utilisée pour attacher ses cheveux. Je me souviens très bien de ça. Et il y avait quelque chose de très libre. Et puis surtout, elle avait un corps plutôt rond par rapport aux images de femmes qui étaient présentées sur la couverture de Elle. Parce qu'il faut quand même dire que moi, je suis née en 1975 et j'ai grandi avec une vision dans laquelle les magazines féminins étaient quand même très prescripteurs de ce qu'il fallait avoir comme physique. Avec quand même beaucoup de questions à se poser. Je sais qu'elle s'est posé des questions, mais avec cette une-là, elle rompait quand même quelque chose et il y avait quelque chose à la fois de très doux, très beau et de très libérateur, je pense, pour plein de femmes. Et vous, Anne-Cécile Maillefer, vous avez un souvenir de une en particulier? Non, j'en ai pas, honnêtement, j'en ai pas là en particulier en tête. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai envie de continuer à avoir plein de une de Elle. Et ça fait 80 ans et la seule chose que je peux souhaiter à Elle, c'est d'en avoir au moins 80 de plus. Parce qu'on est aussi à une époque où, malheureusement, la presse ne va pas forcément toujours très bien. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, et nous on le voit à la Fondation des femmes, sont devenus assez problématiques, ne sont plus tout à fait l'espace de liberté pour la parole des femmes. Et on a absolument besoin d'avoir des médias, et en particulier des médias féministes comme Elle, pour continuer à rendre visible la parole de toutes les femmes, pour continuer à enquêter, pour continuer à proposer des sujets. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ce qui nous avait permis, avec MeToo, d'avoir toute cette révolution, les réseaux sociaux, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est en train de se refermer. Et donc, moi, aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut cette presse-là, il nous faut cette presse féministe. Qui lit Elle dans le public et qui a un souvenir particulier d'une une qu'il a envie d'évoquer ce soir avec nous? Tout le monde est timide. Alors, allez-y. Alors, il faut prendre le micro et je vous demande de vous présenter. Il est allumé, il est allumé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon bonsoir. Mais je partage en fait le même imaginaire du Elle à travers les années. Moi, je suis encore un peu plus âgée que vous, Madame Duflot, et ça m'a accompagnée effectivement. Et j'ai cette une comme ça, très d'Emmanuelle Béard nue, qui est dont je me pose d'ailleurs la question si aujourd'hui elle serait encore possible. Voilà, d'ailleurs je vous posais la question, ouais, est-ce qu'aujourd'hui on accepterait d'assigner le corps au désir? Oui, parce qu'on a estimé à l'époque, c'est elle qui a voulu en fait enlever son sous-vêtement et poser nue. C'est ce que raconte Sylvie Lancrenon, la photographe qui a fait cette séance photo. C'était vraiment une idée d'Emmanuelle Béard. Donc à partir du moment où c'est consenti, avec un consentement libre et éclairé, et qu'elle est tout à fait partante et que c'est fait dans le respect des choses, sous un regard d'une photographe femme en plus, dans un journal de femmes pour les femmes, moi je trouve que ça
tout est possible avec le respect et avec le consentement. C'est fou à quel point cette une, elle a marqué le lectorat de Elle. C'est une des ventes historiques du magazine à l'époque. Mais et vous, Alice, qui êtes grand reporter et qui enquêtez justement sur les violences sexistes et sexuelles, est-ce qu'il y a une femme que vous rêveriez de mettre en une du Elle si vous aviez le choix dans les prochains mois? Une colle. Il y a plein d'égéries, il y a plein d'égéries qu'on va peut-être faire aussi bientôt, des égéries du mouvement MeToo comme Judith Godrèche, mais ça peut être aussi... Alors en fait, on a déjà mis beaucoup de femmes géniales en couve, que ce soit Michelle Obama, que ce soit des grandes actrices, Jane Fonda, enfin voilà, on a quand même illustré beaucoup de grands noms de ce mouvement féministe et de ces combats, effectivement. Et donc, on le disait, depuis 80 ans, Elle a accompagné l'émancipation des femmes et leurs combats. Le premier combat, c'est bien sûr celui contre les violences sexistes et sexuelles. Hier, jeudi 20 novembre, Mélina, Laure, Élodie et Béatrice sont mortes, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. 4 femmes tuées par 4 hommes en une journée, Aurore Berger. Oui, j'ai réagi parce que déjà j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de silence. C'est assez étonnant qu'en fait tous les JT n'aient pas ouvert sur ce sujet. Parce que 4 femmes assassinées dans la même journée, avec comme seul point commun d'être des femmes qui voulaient juste retrouver leur liberté et décider par elles-mêmes et pour elles-mêmes, en l'occurrence, de se séparer de leurs conjoints, qui n'ont donc pas accepté l'idée qu'elles puissent ne pas être leur propriété. Et on n'a pas ouvert sur ça, c'est vu comme du fait divers, là où c'est un fait de société et là où c'est un fait politique, en fait, qu'on ait des femmes qui continuent à être assassinées, et avec chaque fois ce point commun, elles ne sont pas des mêmes milieux sociaux, elles ne sont pas des mêmes régions, elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas la même histoire. Besançon, Sedan et Libourne. Exactement. Donc ça montre bien, d'ailleurs, par rapport à souvent l'image qui continue à coller à la peau sur la question des féminicides, sur la question des violences faites aux femmes, encore plus d'ailleurs sur la question des violences sexuelles, qu'il n'y a pas un profil type, il n'y a pas un profil type de victime. Il n'y a pas un profil type d'auteur, c'est dans nos familles, c'est dans notre société et c'est pour ça que ça doit être un combat beaucoup mieux et beaucoup plus partagé. Et alors, hier a été rendu le rapport de la mission interministérielle pour la protection des femmes qui fait donc état de 107 femmes victimes de féminicide au sein du couple en 2024. Le collectif Nous Toutes dénombrait à la date du 19 novembre. Avant-hier, 144 féminicides depuis le début de l'année 2025. Donc ce soir, c'est 148. Et demain, les associations féministes appellent à manifester dans toute la France avant la journée internationale contre les violences faites aux femmes qui aura lieu le 25 novembre. Je voudrais me tourner vers Marie-Victoire. Marie-Victoire, vous serez dans la rue demain? Où êtes-vous? Alors, avant de vous répondre à cette question, je voudrais poser une question à Madame la Ministre. On constate, moi je suis donc présidente de l'association Solidel. Nous aidons donc les femmes victimes de violences aussi bien au sein du couple qu'au travail. Et nous constatons que le moment le plus dangereux pour les femmes, c'est quand elles se séparent. Or, il y a un gros problème, c'est parce que quand elles subissent des violences, en général, donc elles portent plainte si elles ont le courage de porter plainte. Là, il y a une procédure pénale. Et d'un autre côté, quand on se sépare, il y a aussi une procédure civile qui est complètement séparés. Et or, aujourd'hui, nous constatons que les deux ne sont pas coordonnés. Alors, évidemment, il y a des mesures au pénal, des bracelets électroniques, des choses comme ça, des mesures qui arrivent souvent un peu tard, parce que malheureusement, le danger, vraiment le plus grand danger, c'est au moment où le conjoint peut être encore plus menaçant. Il peut aussi faire pression sur les enfants. Et donc, le juge des affaires familiales va statuer sur le logement et les enfants. Et là, il y a un vide. Et donc, ma question, c'est pourquoi le pénal et le civil sont aussi éloignés et ne parlent pas ensemble ? Alors, vous avez raison sur le fait que le moment le plus dangereux, en effet,
pour une femme, soit parce qu'elle a déjà été victime de violences physiques, soit parce qu'elle a été victime d'autres types de violences, qu'on veut faire rentrer dans le droit, par exemple. Quand on parle de contrôle coercitif, c'est démontrer que les violences, c'est pas que des coups et que ça commence d'ailleurs rarement par des coups, sinon les femmes partiraient en courant. C'était le premier jour d'une relation, évidemment. C'est évidemment le moment de cette séparation. Il n'y a pas toujours d'ailleurs de procédure engagée. Dans bien des cas, et notamment là dans les différents féminicides qui ont pu exister, il n'y avait pas forcément de procédure, il n'y a pas forcément eu de dépôt de plainte, ce qui pose la question de comment on arrive à bien mieux repérer, à bien mieux détecter des signaux faibles, en fait, qui doivent pouvoir, en tant que société, nous alerter sur ce que sont les violences. Et ensuite, il y a les cas où, en effet, il y a des procédures qui sont engagées. La raison pour laquelle on a créé ce qu'on appelle des pôles dédiés dans les juridictions, qui sont des pôles violences intrafamiliales, de manière à ce qu'il y ait cette coordination beaucoup plus effective entre des procédures qui sont différentes. Parce qu'en effet, ce n'est pas la même chose d'avoir une procédure au pénal parce qu'on attaque en justice pour des faits de violence, et puis une procédure civile, par exemple juge aux affaires familiales, parce qu'il y a une séparation et donc il y a la question de la garde des enfants. On a des procédures qui sont différentes parce que ça traite de matières qui sont différentes, avec des objets juridiques qui sont différents. Le sujet, c'est qu'il faut qu'on arrive à les rapprocher de manière à ce que les juges ne soient pas à l'aveugle. Aujourd'hui, ils sont trop à l'aveugle par rapport à l'autre procédure. On va juger de la garde d'enfants sans forcément avoir en tête qu'il y a une procédure par ailleurs qui est engagée sur la question des violences et inversement. D'où la question des pôles de violences intrafamiliales qui sont dans les juridictions maintenant, de manière à garantir qu'on ne soit plus comme ça à l'aveugle et que les procédures, même si elles sont d'un point de vue légal disjointes, puissent être rapprochées pour garantir qu'encore une fois, il y ait plus de coordination ensuite dans l'effectivité des mesures et des peines. Oui, parce qu'on voit sur le terrain que certaines femmes n'osent pas. Elles ont peur. Et ça, la peur, évidemment, les empêche d'oser et d'avancer. Et elles se mettent en danger. C'est pour ça que nous, en tant qu'association, on les aide. On essaye justement de leur redonner confiance parce qu'on sait que, en général, ces femmes fragilisées ont perdu complètement confiance en elles, se sentent coupables vis-à-vis des enfants, elles ont peur pour leurs enfants et finalement, tout le monde femmes et enfants sont en danger. En général, les enfants, c'est à la fois la raison pour laquelle on reste et la raison pour laquelle on part. C'est la raison pour laquelle on reste quand on subit des violences, parce qu'on a peur de la vie qu'on offrira ou pas à ses enfants, parce qu'il y a énormément de culpabilité sur ce qui pourrait leur arriver. Et puis c'est la raison pour laquelle on part quand soit les violences les touchent directement, soit parce qu'on comprend que les enfants, de toute façon, sont des co-victimes. Ils sont des co-victimes des violences qu'ils ont entendues, qu'ils ont vues, dont ils sont ensuite imprégnés. Donc les enfants, c'est à la fois ces deux raisons qui existent, mais qui à la fin peuvent forcer le départ. Et puis il y a des procédures nouvelles. Et il faut que chacune, celles et ceux qui nous écoutent, les connaissent. Demander une ordonnance de protection, par exemple. Il n'y a pas besoin de l'assistance d'un avocat quand on porte plainte, quand on va au commissariat, quand on va en gendarmerie pour demander à bénéficier d'une ordonnance de protection. On a même maintenant des ordonnances de protection immédiates, en quelques heures, qui permettent en fait d'accélérer toute la procédure. Il n'y a même pas de contradictoire dans ce sujet-là, parce qu'on considère qu'il y a urgence vitale de manière à protéger la victime et qu'elle soit protégée physiquement de l'atteinte qui pourrait lui être faite par le conjoint violent. Anne-Cécile Melfer, les associations féministes appellent à manifester demain, je le disais tout à l'heure. Parmi les revendications, il y a la baisse des subventions aux associations. Et il se trouve On ne revendique pas la baisse. Non. Il y a justement s'attaquer à ces baisses des subventions. Pardonnez-moi, je me suis mal exprimée. Mais vous avez mesuré avec votre fondation l'impact de ces restrictions budgétaires. Oui, en fait, ce dont on s'aperçoit depuis 2024, c'est qu'il y a une baisse de mobilisation générale sur le sujet des violences faites aux femmes qui est extrêmement préoccupante, qui explique, à mon sens également, le fait que depuis 2024, les féminicides repartent à la hausse. 2024, c'est déjà plus 11% par rapport à l'année précédente. Et là, effectivement, on voit, même si le comptage nous toutes n'est pas exactement le même que le comptage du ministère de l'Intérieur, juste pour rendre justice à chacun des chiffres. Donc on n'est pas à 107 versus 145 comme vous l'expliquiez. C'est que le comptage nous toutes compte pas seulement les féminicides conjugaux, mais également les autres types de féminicides, par exemple par des hommes qui ne sont pas conjoints ou ex-conjoints des victimes. Donc elles englobent un chiffre plus large, c'est pour ça qu'il est vraiment beaucoup plus élevé que l'année précédente, même si on voit une augmentation quand même cette année. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces augmentations, et ce qu'on voit, c'est qu'elle est, à notre sens,
elle est corrélée à la baisse de mobilisation générale. Et cette baisse de mobilisation, elle se traduit également par des baisses de subventions, par des baisses de moyens d'investissement public. C'est particulièrement le cas des collectivités, des départements par exemple, qui ont purement et simplement, en arguant du fait que ça ne faisait pas partie totalement de leurs prérogatives, ont coupé des budgets, parce que c'est, oui, la crise économique partout, et du coup, ont coupé des budgets, en disant, c'est pas ma prérogative, je ne finance plus, par exemple dans la Drôme, je ne finance plus les centres de santé sexuelle qui existaient, et on voit dans l'enquête qu'on a menée que 70% des associations qui ont été interrogées, donc ça concerne un échantillon, 70% des associations qui ont été interrogées dans notre enquête, qui œuvrent dans les territoires ruraux, les endroits où il y a quand même le plus de féminicides par habitant, 70% ont dû réduire ou fermer des permanences. C'est le cas par exemple de la Drôme, 7 permanences fermées dans les territoires ruraux. Et ça, nous, c'est vrai qu'on le corrèle avec le fait qu'il y ait ces féminicides qui augmentent nécessairement. Parce que, par ailleurs, en 2024, 47% des femmes qui ont été victimes de féminicides avaient été signalées. Elles n'ont pas forcément porté plainte, mais il y avait eu des signalements sur ces femmes-là. Guillaume Richard, vous vouliez intervenir. Oui, bonjour. Donc Guillaume Richard, moi je suis le président du groupe WeCare, on est un groupe de services à la personne. Et je voulais témoigner que la lutte contre les violences faites aux femmes, ce n'est pas exclusivement une affaire de femmes. C'est d'ailleurs pour ça... Et on est heureux de vous l'entendre dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec de nombreux autres hommes, on signe une tribune qui va apparaître dans les jours qui viennent avec Connu Femmes France pour appeler les hommes à se mobiliser et à faire entendre leur voix également. C'est aussi pour ça qu'en 2017, j'ai créé un fonds de solidarité que j'ai doté de plus de 5% des actions du groupe, ce qui veut dire très concrètement que plus de 5% des bénéfices réalisés par les entreprises du groupe, ODE, APEF, France Présence, etc., contribuent à la lutte contre les violences faites aux femmes avec 3 mots d'ordre, prévenir, protéger et réparer ensuite. Et l'année où j'ai lancé ça, je pensais que c'était avant tout l'apanage des personnes qui étaient dans des situations très modestes. Et la première année, sur les femmes qu'on a accompagnées, il y en avait 9 qui étaient des femmes cadres. À l'époque, on avait 150 femmes cadres. 9 sur 150, ça veut dire 6% en une année. Je vous laisse faire les calculs sur 10 ans, c'est glaçant. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui touche toutes les couches de la société, tout le monde. Et puis, dans notre secteur, il y a une forme de violence faite aux femmes qui est extrêmement importante, c'est le travail au noir. Parce que très souvent, on oublie de dire que le travail au noir, en fait, quelqu'un qui... Et j'entends même autour de moi des gens qui disent « ouais, comme ça lui permet d'avoir une meilleure rémunération, il n'y a pas de charge. » Oui, mais quand quelqu'un a un travail qui est non déclaré, elle n'a pas de fiche de paye. C'est-à-dire qu'elle dépend totalement de son conjoint pour toute sa protection sociale. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas louer un logement. Pas louer un logement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter son conjoint, on ne peut pas quitter son logement pour se mettre en protection. Et donc, c'est une forme aussi, c'est la meilleure forme, entre guillemets, d'esclavagisme pour le conjoint qui peut garder sous sa coupe. Et donc, surtout, et si tous les spectateurs qui aujourd'hui font appel à du travail au noir non déclaré, s'ils peuvent faire passer juste en déclaré, c'est vraiment hyper important. Vous ne rendez pas service aux personnes quand vous les laissez dans une situation de travail au noir. Cécile Duflot, je vous voyais acquiescer aux propos de Guillaume Richard. Effectivement, on sait très bien qu'une grande partie de l'écart de rémunération, qui est de 23% entre les hommes et les femmes, est liée aux spécificités des emplois qui sont occupés par les femmes, mais aussi au fait que beaucoup de femmes travaillent à temps partiel. Certaines travaillent à temps partiel parce qu'en fait, une partie complémentaire de leur temps et du travail au noir. Je ne parle même pas du travail domestique non rémunéré, mais cette question des inégalités économiques qui sont une vulnérabilité vis-à-vis de la violence, c'est un sujet qu'il faut là aussi prendre à bras-le-corps. Parce qu'en fait, plus on est dépendant, vous savez, il y a des femmes, même au bout de nombreuses années, qui n'ont pas travaillé, des femmes qui travaillent avec leur conjoint, par exemple, là aussi, souvent pas déclarés. Les écarts de rémunération dans l'agriculture sont considérables, parce qu'il y a pendant très longtemps des femmes qui ont géré l'administratif, en plus de la maison, puis les subventions, tout ça sans être déclaré. Et du coup, vous n'avez absolument pas la latitude, on parle des freins au départ, mais la latitude même financière de pouvoir partir. Et d'ailleurs, une partie de ce que vous avez accumulé, qui est un patrimoine commun, mais qui de fait est au nom de votre mari, là aussi vous le perdez. Donc je pense que cette question de l'autonomisation financière des femmes et peut-être même de formation dès l'école, moi je pense que vraiment il y a des questions, c'est une vraie remarque, je le dis et je vous le dis, Madame la Ministre, en fait
pendant très longtemps, il y avait 2 éducations différentes pour les garçons et pour les filles. Et les filles apprenaient à faire la cuisine, la gestion ménagère, la couture, etc. On s'est dit, c'est pas du tout une bonne idée. Et évidemment que c'est pas une bonne idée. Il faut qu'il y ait plus de femmes scientifiques. Et donc, il y aura une éducation qui sera mixte. Très bien. Mais je pense qu'en revanche, des compétences, qui sont des compétences d'ailleurs que tout le monde devrait acquérir, pourraient être utilement réinterrogées parce que le nombre de femmes, et d'ailleurs y compris des femmes très insérées socialement, qui, lors d'une séparation, se retrouvent dans des situations apocalyptique, c'est beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit, notamment parce qu'en plus, il y a un phénomène de honte où les femmes n'osent pas dire qu'elles n'ont pas regardé les comptes, qu'elles ne se sont pas occupées de ces sujets, qu'elles ont tout délégué, qu'elles découvrent qu'elles n'avaient pas payé telle chose ou qu'en fait, elles croyaient qu'elles remboursaient à 2 la maison et pas du tout. Il y a des dizaines et des dizaines d'histoires. Et donc, de lier la dépendance économique, et vous avez parfaitement raison, la vulnérabilité économique et la vulnérabilité physique, je pense que c'est absolument essentiel. Alors, je voudrais entendre Daniel. Daniel, est-ce que vous pouvez prendre un micro ? Alors Daniel, vous avez 70 ans et puisque chaque voix compte, ce soir la voix des hommes, elle compte évidemment aussi. Daniel, vous avez lancé il y a un an un podcast qui s'appelle Fémino, Paroles de mecs. Vous vous réunissez entre mecs pour parler des féministes, pour parler du féminisme, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Et alors, en préparant cette émission, vous nous disiez, moi je me demande comment ça se fait qu'il n'y ait pas des campagnes contre les violences faites aux femmes qui s'adresse directement aux hommes. Oui, non seulement, il faut dire que Fémino, c'est un podcast, c'est une conversation désynchronisée entre hommes et femmes. C'est-à-dire que dans un premier temps, des femmes choisissent les questions qui vont être posées et qui vont être proposées à ceux qui vont faire partie de la conversation. Et puis ensuite, cette conversation est écoutée par ces mêmes femmes qui réagissent. Et ensuite, les hommes reviennent individuellement, on leur lit ce que les femmes ont dit et on les fait encore une fois réagir. Voilà comment se passe ce podcast. Et donc, vous nous disiez que vous étiez étonné de voir que dans toutes les campagnes, dans tout ce qu'on peut entendre sur les violences faites aux femmes, en fait, on s'adresse aux femmes, on s'adresse aux victimes, on s'adresse à la justice, mais on ne s'adresse pas directement aux hommes. Il n'y a pas un message. Et en fait, je voudrais bondir sur ce que disait Cécile Duflot, sur le fait de l'éducation de nos fils. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a pas de on voit pas de campagne où on implique des hommes de manière positive. C'est-à-dire que c'est vrai que les hommes représentent un danger souvent pour les femmes, mais je pense qu'il faut aller les chercher pour les impliquer dans le combat féministe. Et donc, je voudrais poser cette question donc à Madame la Ministre, c'est est-ce qu'on peut imaginer des campagnes pro-féministes qui impliquent de manière positive les hommes ? Sur la question de l'éducation, c'est vrai qu'on apprend plus spontanément à nos filles à avoir peur, à se méfier, qu'on apprend à nos garçons à les respecter. C'est peut-être quand même ça qu'il faut évidemment transformer. Quand on parle d'éducation, c'est éduquer nos filles, mais c'est surtout éduquer nos garçons sur l'éducation au respect, tout simplement, à la dignité humaine. On s'est beaucoup battu, et je pense là collectivement autour de cette table notamment, sur l'éducation à la vie affective, relationnelle, à la sexualité. C'était très compliqué d'aboutir. Il y a eu des campagnes de désinformation massive, comme on en a rarement vu, sur des programmes scolaires, alors que l'idée, c'est juste d'apprendre des choses simples à nos enfants dès le plus jeune âge. Parce qu'on parle de violences faites aux femmes, il y a les violences faites aux enfants, il y a la question des violences sexuelles et dès le plus jeune âge. Si à aucun moment vous avez quelqu'un qui rentre dans la pièce pour expliquer à un enfant que ce qu'il vit chez lui n'est pas une situation normale, il ne peut pas le deviner par lui-même. Donc ça, déjà, c'est un nouveau type d'éducation qu'on va pouvoir mettre dès le plus jeune âge et qui va permettre de prévenir des vulnérabilités, de révéler un certain nombre de situations de fragilité, de violence. Évidemment, on n'apprend pas la même chose à un enfant de 3 ans et à un enfant de 17 ans, je le redis pour pas qu'il y ait d'ambiguïté ou de doute chez les familles qui nous écoutent. Après, sur les campagnes, c'est des choses qu'évidemment on regarde et qu'on regarde un peu collectivement. Par exemple, le 3919, qui est le numéro, qui n'est pas un numéro d'urgence. Le seul numéro d'urgence, c'est le 17. Une ligne d'écoute, le 39. Le 3919, c'est une ligne d'écoute, mais qui est aussi pour les témoins. Et ça, c'est important aussi de le savoir. On rencontre régulièrement des hommes comme des femmes qui pensent avoir compris quelque chose, qui doutent, qui ne savent pas forcément comment se comporter, ce qu'il faut faire d'une information. Le 3919, c'est une ligne d'écoute pour les victimes, mais c'est aussi une ligne d'écoute pour un voisin, pour un témoin,
pour un collègue qui se dit comment je dois agir, qu'est-ce que je peux faire, vers qui je peux me tourner. Donc il y a aussi ça. Moi, je crois que notre principal enjeu de mobilisation, il n'est pas en effet de faire uniquement reposer encore une fois la charge sur les femmes et encore plus sur les femmes qui sont victimes, mais sur la société et donc nous tous en fait, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui de facto, on est forcément statistiquement dans cette pièce, soit on a déjà été victime, soit on était au contact aussi de victimes, parce que dans nos environnements professionnels, parce que dans nos familles, parce que dans nos voisins, parce que nos enfants, etc. Et ça, savoir comment détecter, savoir comment repérer, savoir comment signaler, accepter l'idée que composer le 17, c'est pas de la délation, mais c'est une capacité qu'on a à sauver une vie si on a un doute. Appeler le 3919 parce que justement, ça peut permettre d'être aiguillé. Notre première mobilisation, c'est vrai qu'elle est là-dessus. Et après, il y a l'autre versant, mais on y reviendra sans doute, qui est la prise en charge des auteurs eux-mêmes. On a créé des centres de prise en charge des auteurs. C'est toujours des débats pas simples aussi de dire est-ce que c'est normal qu'on utilise de l'argent public pour aller aider et réparer ceux qui ont commis un certain nombre d'actes, mais c'est nécessité parce qu'ils sont dans la société et que notre enjeu, c'est de lutter contre la récidive. Est-ce que ce sera dans la loi cadre qui est actuellement en projet contre les violences faites aux femmes, qui doit être présentée prochainement, je crois ? Bientôt ? Alors, moi, j'ai réuni depuis plusieurs mois tous les groupes représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tous ont accepté, tous soutiennent l'idée d'une loi cadre. On s'est réunis pour la dernière réunion cette semaine, justement. Donc là, la copie, elle est quasiment finalisée avec l'ensemble des groupes et en lien avec la coalition féministe aussi qui avait initié cette idée de loi cadre. On va même déborder un petit peu de ce qui avait été initialement prévu, puisque ce ne sera pas que sur les violences sexuelles, c'est violences sexuelles et intrafamiliales, majeures et mineures. Cécile Duflot. Oui, je veux juste faire une petite au rôle des hommes. Elle intervient quand elle veut, Mariette Darrieuille. Parce que je trouve intéressant le rôle des hommes dans le féminisme et donc du coup des hommes avec les femmes. Hein. Non, c'était une petite remarque sur le deuxième sexe parce que j'ai eu une grande surprise en arrivant au bout du livre. C'est pas évident, je sais pas si vous, c'est très long. Le dernier mot du deuxième sexe, c'est le mot fraternité. Et donc Beauvoir demandait aux hommes aussi, voilà, une aide. On est frères d'armes. Fraternité, c'est le masculin de sororité, c'est ça ? Exactement. L'autre qui est l'adelphité. L'adelphité. Oui. Cécile Duflot. Oui, moi je voudrais dire une chose. Oxfam, c'est une organisation féministe et qui travaille dans beaucoup de pays. Et il y a des choses qui se font dans d'autres pays, donc je voulais saluer ce que vous faites, qu'on appelle la masculinité positive. Et honnêtement, quand on voit ce qui se passe dans certains pays, notamment, moi j'ai vu des initiatives dans des pays d'Afrique de l'Ouest, je pense qu'on a des leçons à recevoir beaucoup avec des hommes qui expliquent comment ils ont compris la charge mentale, qui expliquent comment ils prennent en charge un certain nombre de travaux domestiques, la satisfaction qu'ils ont pu y trouver, ou la découverte très honnête que, en fait, c'est très chiant, et que, du coup, ils comprennent que leurs femmes en ont marre, et ils en parlent avec beaucoup de naturel. Et je trouve que dire ces choses-là, et que ce ne soit pas un affrontement, pour le coup, où les femmes sont obligées, elles, de revenir tout le temps, mais que ce sont certains hommes qui prennent en charge le fait de faire ce travail de conviction, de prise de conscience, c'est extrêmement intéressant. Et par ailleurs, c'est beaucoup plus difficile pour des hommes de s'exonérer de ce débat-là quand c'est d'autres hommes, dont certains, parce que dans certains pays, ce sont des hommes un peu célèbres, qui assument de parler de ce sujet-là. Et vraiment, je pense qu'on aurait intérêt à essayer de pousser ces campagnes, pour le coup, de masculinité positive, pour redire que ça n'est pas se déviriliser, voilà, et que effectivement, il y a des hommes qui sont de bonne foi, voire même prêts à faire plein d'efforts et qui ne sont pas du tout conscients parce que comme nous, ils baignent dans un monde patriarcal, ils ont été élevés de cette manière-là. Donc moi, je pense que ces initiatives-là, elles sont utiles. Si en plus elles sont en dialogue, c'est encore mieux. Mais vraiment, on a quelques leçons à prendre d'initiatives qui se trouvent dans d'autres pays qu'on n'a pas du tout pratiquées en France. Allez-y. Justement, je voulais rebondir là-dessus sur ce que vous dites par rapport à... Je peux vous demander de vous présenter ? Pardon, je suis Isabelle Loisy, je suis autrice et metteuse en scène au théâtre et je m'intéresse à la question de l'héritage de la culpabilité de la culpabilité et de la honte des femmes que portent les femmes depuis toujours, depuis le bûcher des sorcières jusqu'à aujourd'hui, sur ces violences qui leur sont faites. Et je voulais rebondir par rapport à ce que vous dites sur ces initiatives qui sont nécessaires. Mais nous, de notre côté, de nos points de vue de professionnels de la culture au sens large, voilà, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à financer tout ça, à financer ces podcasts, à financer les pièces de théâtre,
Moi, je mène des ateliers d'écriture beaucoup, et notamment en milieu rural, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire et de batailles à mener, mais on se confronte à de grandes difficultés de financement du fait des baisses de budget dans la culture, mais aussi des associations comme la Fondation des femmes qui ne peuvent plus abonder et nourrir ces projets. Donc ma question s'adresse aussi à Madame la Ministre, c'est comment le ministère de l'Égalité Hommes-Femmes peut soutenir ces projets pour faire entendre ces récits, pour faire avancer cette mémoire collective et traumatique et aider les femmes à sortir de ce sentiment de culpabilité, de honte qu'elles portent et qu'on porte toutes, quelque part, depuis longtemps. Et voilà, et on est tous à s'accorder sur le fait qu'il faut sortir de ça et il faut mener ces combats, mais en même temps, sur le terrain, on manque d'argent, quoi, vraiment. Alors déjà, les projets artistiques qui sont absolument essentiels. On en finance beaucoup et dans les départements, évidemment, et notamment aussi dans les départements ruraux. Ce qui a été dit est juste. Et quand on le dit, c'est pas du tout pour stigmatiser tel ou tel territoire. C'est parce qu'il y a des territoires dans lesquels l'éloignement géographique, le manque de mobilité, le manque d'anonymat fait que c'est encore plus difficile que d'autres. Faut bien dire les choses, la manière avec laquelle, évidemment, on les présente. C'est pas parce qu'on est en territoire rural que mécaniquement, il y a plus de violence. C'est juste que c'est plus difficile d'en sortir, plus difficile de le dire, plus difficile de le détecter. Donc ça, c'est des projets qu'on soutient. Les budgets du ministère, ils ont triplé depuis 2017, de manière continue sur le soutien accordé aux associations. Et ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois de soutenir des grandes têtes de pont associatives qui ensuite existent partout dans les départements, comme les CIDFF par exemple, comme le 3919 évidemment, qui a ensuite des déclinaisons départementales, et après d'avoir ce qu'on appelle des crédits, des subventions à des associations locales. Enfin, là, globalement, tout le tissu associatif se mobilise depuis plusieurs semaines déjà pour dénoncer les baisses des dotations et les baisses des subventions. Et je sais quel est le budget, il est totalement transparent et il a triplé depuis 2017 le budget de mon ministère. Les programmes, vous savez, budgétaires, ils sont en ce moment extrêmement étudiés et regardés et ils sont précis. Ils sont précis sur à la fois ce qui a été exécuté, ce qui est donc dépensé et ce qui est réellement donné. Donc moi, je sais ce que je dis parce que c'est la vérité sur l'état des finances de ce ministère et sur le fait que ces budgets, ils ont triplé depuis 2017. Mais les associations, elles dépendent beaucoup aussi des subventions départementales. Avant de poursuivre, je voudrais qu'on regarde le clip choc que vient de réaliser la fondation, votre fondation, Anne-Cécile Melfer, pour lancer un appel aux dons. Regardez. Que ce soit un coup de gueule, un coup de poing ou un coup de massue. Que ce soit un coup fourré, un coup bas, ou même juste un coup d'œil. Que ce soit tout à coup, ou tous d'un coup, ou coup, sur coup, sur coup, jusqu'au dernier. Pour mettre un coup d'arrêt à toutes les violences faites aux femmes, donnez sur fondationdesfemmes.org. Anne-Cécile Melfer, moi je voulais quand même revenir là-dessus parce que oui, il y a les budgets au niveau gouvernemental, mais il y a aussi le budget au niveau départemental. C'est beaucoup de cet échelon-là dont dépendent les associations sur le terrain. Et vous donc vous lancez là aujourd'hui cet appel aux dons. Oui, alors sur les budgets, on peut rentrer dans les détails de chaque ligne. Néanmoins, nous, ce qu'on a pu objectiver, c'est que si on voulait vraiment pouvoir répondre aux femmes qui, aujourd'hui, là, tout de suite, demandent de l'aide, il faudrait à minima 2,6 milliards d'euros investis sur tous les ministères confondus, que ce soit ministère du Logement, ministère de la Santé, ministère de la Justice, de l'Intérieur et bien sûr ministère des Droits des Femmes. Et aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 180 millions. Donc on voit qu'il y a une immense différence entre ce que l'État français investit aujourd'hui sur ces sujets et ce qu'il faudrait faire. Bien sûr, depuis 2017, heureusement, il y a eu des efforts qui ont été faits. Et ça, je ne le nie pas. En 2017, on était à 26 millions d'euros. C'était ça le budget du ministère des Droits des Femmes. Aujourd'hui, on n'est pas exactement à 3 fois plus, mais on est plutôt aux alentours de 70 millions. 95 millions d'euros. Et une grande
partie, une grande partie, ça va être l'allocation universelle, et c'est très bien pour les femmes qui veulent partir, mais en tout cas, c'est pas des subventions aux associations. Dans tous les cas, de toute façon, c'est hyper important de mettre de l'argent et de continuer à le faire, mais je crois qu'on peut toutes et tous s'accorder sur le fait qu'il n'y a pas assez de moyens et qu'il faudra en mettre plus, et je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce sujet. La France aujourd'hui n'est pas le meilleur élève en Europe, loin s'en faut, sur les moyens qui sont accordés à ces sujets, et on voit bien qu'il y a sur tous les territoires énormément d'associations qui vont très mal. Il y a des plans sociaux qui sont là en train d'arriver à l'appel dans les associations, et on voit que les premiers postes qui sont supprimés, c'est tout ce qui est les prestations de psychologues, de juristes, etc. Et donc ça va être vraiment dans les mois à venir catastrophique. Et c'est à mon sens en grande partie un problème de priorité, parce que ça a été une grande cause. Et là, quand même, on voit bien que ça ne l'est plus pour plein de raisons. Et donc, quand il y a des crises économiques comme celle que nous vivons, et on ne peut que voir les choses en face, oui, c'est une crise économique qui frappe tous les secteurs, eh bien, en fait, on fait des choix. Et du coup, dans ces moments-là, on voit bien que malheureusement, quand ce n'est pas une priorité extrêmement forte, eh bien, c'est très difficile de continuer à avoir des arbitrages en faveur d'eux. Et je crois que dans les entreprises, nous, on a énormément de mécènes à la Fondation des femmes qui sont à nos côtés. Et d'ailleurs, je salue l'engagement ici de Guillaume Richard, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font des choses formidables. Mais nos interlocuteurs en interne nous disent « Écoute, Anne-Cécile, depuis l'année dernière, c'est galère, il faut qu'on se batte en interne. » Donc, on voit bien qu'en fait, c'est devenu quand même un sujet plus difficile que les années précédentes, que là, il faut qu'on lutte encore plus qu'avant pour réussir à sauvegarder les budgets et à continuer à lutter, parce que ça n'est plus la même priorité que ça l'a été par le passé. Et ça, c'est en termes de chiffres sur les féminicides, on voit ce que ça peut donner. Puisque vous parlez juste pour dire les choses, qu'est-ce que ça veut dire, même 95 millions? C'est 0,02% du budget de l'État. C'est pas l'intégralité de ce qui est fait sur la question juste contre les violences faites aux femmes. Le budget qui permet notamment, et parce que je reviens du Finistère, et le CIDFF 29 va être obligé de supprimer un quart de ces postes. Pour à la fois une baisse de financement, mais aussi... C'est quoi l'organisation? Le centre d'information sur les droits des femmes. Donc ceux qui sont au plus près des femmes, qui peuvent avoir des permanences locales, recevoir des femmes, leur donner les informations, les accompagner, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a une baisse réelle de dotation, mais aussi la question du Ségur de la santé. Donc il a fallu augmenter les salaires, mais qui n'a pas donné lieu à compensation, donc qui met beaucoup d'associations. Écoutez, je pense qu'il faut vraiment, peut-être, entre les dossiers qui reviennent et la réalité, il se trouve que hier, elles étaient avec nous et elles l'ont expliqué de manière très transparente et très désolée. Ce que vous décrivez, Cécile Duflot, c'est aussi ce que vit le planning familial en ce moment, avec des fermetures d'antennes départementales qui se multiplient, mais alors dans toute la France, tout le monde est concerné. Et l'association lance elle aussi un appel aux dons. Reportage à Orléans au planning familial avec Marion Becker et Perrine Ruffin. Contraception, IVG, sexualité, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle pour un renseignement. Oui, allez-y. Lucie est animatrice au planning familial d'Orléans. Je suis enceinte de 16 semaines. D'accord, donc 16 semaines d'aménorrhée. Voilà, et du coup, je voulais savoir c'était quoi la date maximum pour faire une IVG. Vous avez fait une échographie pour savoir exactement la... Il m'a estimé le début de grossesse le 6 août. Aujourd'hui, elle assure la permanence téléphonique. Être à l'écoute, informer et accueillir, ce sont quelques-unes des missions du planning familial, aujourd'hui menacées par la baisse des subventions. L'année dernière, le Loiret a baissé de 10% son financement au planning familial et pourrait encore le diminuer en 2026. 10% de la subvention, c'est 47 000 euros. 47 000 euros, ça nous a contraint de supprimer 2 postes, de mettre fin à 2 postes. 2 postes, c'est 20% de notre équipe d'animation, c'est 20% de notre capacité à intervenir auprès des publics. Pour 2026, c'est environ 500 personnes que nous ne pourrons pas accueillir et accompagner. Donc baisser les subventions, c'est mettre les publics en danger. Une incertitude qui pèse sur les équipes. En gros, les financeurs nous demandent de faire des choix sur les situations, ce qui est important, pas important, on n'est pas là pour juger de ça.
Il y a vraiment un avant-après de la personne, quand elle arrive au planning, surtout quand c'est la première fois, où on sent qu'il y a quelque chose qui pèse sur ses épaules, qu'elle est peut-être un peu dans une impasse, ou en tout cas avec énormément de stress et de peur. Et quand elle ressort, souvent, il n'y a pas forcément un grand sourire, mais il y a au moins, on voit que la personne elle est soulagée, on voit que c'est bon, son problème il a été pris en main, elle a été écoutée. C'est cet accueil unique que l'équipe tente de préserver pour tous ceux qui poussent la porte du planning, comme cette jeune femme qui tient à rester anonyme et qui vient pour une interruption volontaire de grossesse. C'est vrai qu'on se sent soutenu, accompagné, moins seul. À moi, à aucun moment, je me suis sentie jugée. Enfin, je pense pas que dans une autre structure, oui, ça aurait été aussi poussé en termes d'accompagnement et de... Ouais. Pour préserver ce lieu unique et continuer à assurer ses missions, le planning familial a lancé un appel aux dons et aux adhésions. Parce que oui, il y a les arbitrages budgétaires, mais il y a aussi des choix qui semblent politiques et qui donc mettent en danger le planning familial. Il faut s'inquiéter, Alice, de l'avenir du planning familial aujourd'hui, là ? Oui, c'est à l'air d'être une situation de crise, mais comme le disent les personnes présentes ici, oui, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. On le voit dans des pays comme l'Espagne, par exemple, en Europe, ou même au Canada, qui sont des pays vraiment des exemples à suivre. En Espagne, c'est 1 milliard, si je ne me trompe pas, d'euros investis dans la lutte contre les violences faites aux femmes, avec des résultats assez probants, puisqu'il fait vraiment figure de bon élève en Europe. Donc on voit qu'il y a vraiment une corrélation vraiment entre les moyens investis et les résultats probants, c'est-à-dire la baisse de féminicide, la baisse de violences domestiques. Je crois qu'ils ont réussi beaucoup aussi à baisser ces taux-là. Donc il y a vraiment une corrélation, c'est sûr. Le magazine, à nouveau, des investissements sur toute la chaîne qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, grâce à MeToo, on a 3 fois plus de plaintes pour viol, et ça c'est une excellente nouvelle, mais que derrière on n'a pas 3 fois plus d'enquêteurs, on n'a pas 3 fois plus de procureurs, on n'a pas 3 fois plus de cours d'assises, on voit bien qu'en fait c'est un blocage institutionnel énorme et que du coup pour les femmes qui sont victimes, les femmes et les enfants victimes de violences sexuelles, on arrive sur des situations qui sont très graves. En ce qui concerne les violences conjugales, il y a eu plus de progrès que sur les violences sexuelles, c'est d'ailleurs pour ça que nous on se mobilise pour une loi intégrale sur les violences sexuelles, puisque c'est là que le bas blesse, en particulier, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais en particulier sur les violences sexuelles, il faut faire un grand pas en avant. Mais sur les violences conjugales, il y a eu des choses qui se sont améliorées, depuis 2019 en particulier, grâce à la mobilisation aussi de la société. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que je salue, parce que il faut aussi savoir se dire quand il y a des choses bien qui se passent. Et sur les violences conjugales, c'est magnifique la manière dont la société quand même a pris conscience, dont aujourd'hui beaucoup plus de personnes témoignent, beaucoup plus de personnes appellent les différents numéros, beaucoup plus de voisins, de voisines, de personnes dans les familles aussi s'inquiètent, réussissent à avoir des mots, sont plus conscients. Évidemment, c'est impossible de ne pas parler du rôle de elle dans la libération de cette parole des femmes. Vous avez pris part évidemment à la dénonciation de ces violences sexistes et sexuelles, avec des enquêtes particulièrement retentissantes. Alors là, comme ça, on pense à Gérard Miller, évidemment, on pense à Jean Imbert, on pense à l'enquête sur Gérard Depardieu. Est-ce qu'il y a eu un moment de bascule qui a poussé le magazine à mener ce genre d'enquête, à donner les moyens aussi à des journalistes d'enquêter sur ces dossiers? Oui, je pense que c'était hyper important aussi que le Elle monte sur ces enquêtes qui ne sont pas forcément dans notre culture, puisque nous, on a un magazine, non pas un quotidien avec un service d'investigation, et on traitait de ces problèmes. Alors, je veux quand même rappeler que nous, on traite de ces problèmes concernant les femmes depuis des décennies, que c'était un peu moins à la mode, entre guillemets, fut un temps, mais qu'on a toujours été là. Et que c'est vrai aujourd'hui que c'est des sujets dont tous les journaux s'emparent, fort heureusement, et les journaux généralistes masculin, si on veut, s'en empare aujourd'hui. Et c'était hyper important, je pense, que le Elle monte sur ces enquêtes. Donc on a renforcé notre équipe d'investigation, on s'est mis dessus et effectivement on a sorti des affaires qui... Alors ce sont des hommes célèbres mis en cause, c'est sûr, mais ce sont aussi des affaires qui permettent après de venir sur les plateaux télé parler de ces sujets, parce que c'est aussi ces affaires qui sont beaucoup reprises par nos confrères et consoeurs. Et on peut après venir parler de violences psychologiques, de violences sexuelles à heure
cœur de grande écoute. Et pour nous, c'est hyper important de porter ces questions de société. Et aussi, voilà, on donne aussi beaucoup la parole aux femmes, c'est vrai, emblématiques de ce mouvement. Donc Anouk Grimberg, Florence Porcel, Judith Godrèche, Marianne Denicourt. Voilà, c'est hyper important aussi que ces femmes puissent avoir de beaux espaces pour s'exprimer dans la presse. Ça fait partie des autres grands combats à mener. C'est le deuxième mot de la devise de la France, comment parvenir à une réelle égalité femmes-hommes. Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon, on a fait du chemin, parce qu'elle a raison, Anne-Cécile Melfer, il faut aussi souligner les victoires qui ont été remportées. Le taux d'activité des femmes, en 1975, il était de 55%. En 2023, il était de 71%. S'agissant du revenu, 1995, le salaire des femmes était 34% inférieur à celui des hommes. En 2023, il n'est plus que de 22%. Je voudrais entendre Élodie. Élodie, c'est votre métier. Vous mesurez l'égalité professionnelle dans les entreprises. Ça doit être un sacré travail. Vous les avez vus d'abord, ces progrès ? Oui, alors bien évidemment, on les observe bien sûr, et d'ailleurs les chiffres, comme tout chiffre, ils s'observent à l'aune de vérité. Donc il n'y a pas vraiment 24% d'écart entre les hommes et les femmes. Une moyenne ne concerne jamais personne, on le répète tout le temps. Non, mais c'est parce qu'en fait on prend dans ces moyennes-là des choses qui ne sont pas forcément cohérentes. Donc moi je voudrais rester très optimiste aussi sur les progrès qui sont faits. Et lorsqu'on regarde à comparatif égal, c'est-à-dire même emploi, même poste, dans les entreprises, en fait on descend plutôt aux alentours de 4-5% selon les études. Là où il reste encore beaucoup de travail, c'est que je trouve qu'on n'arrive pas à répondre à dégenrer les secteurs d'activité. Et depuis toujours, les secteurs d'activité les plus masculins sont ceux qui payent le plus, les secteurs d'activité féminins sont ceux qui payent le moins. Donc ça a organisé la société comme ça. On a un enjeu aujourd'hui d'employabilité des femmes, surtout à l'aune de l'IA qui arrive et qui vient chambouler totalement nos métiers. On sait qu'il va y avoir 35% à peu près des métiers, notamment des supports, qui vont être complètement transformés. Ça va toucher 80% des métiers au global, mais vraiment les métiers très supports, là où les femmes sont en fait, vont de plus en plus disparaître. Alors heureusement, l'IA n'est pas capable encore d'avoir un niveau de créativité, d'intelligence émotionnelle que nous, on sait faire, assez, assez humainement pour innover et créer. Mais néanmoins, il y a quand même une double problématique. Et là, je peux vous l'adresser à vous, Madame la Ministre, à vous, Madame Duflot. Qu'est-ce qui va se passer demain pour pouvoir à la fois assurer l'emploi des femmes et à la fois les embarquer dans des métiers où l'IA va redéfinir nos compétences, sachant que du coup, ça sera à compétences égales, puisqu'on est tous des apprenants permanents avec une IA qui arrive nouvellement pour nous tous et toutes. Et pas que dans l'IA. Moi, j'ai passé 2 jours là dans des métiers industriels, métiers du bâtiment, des métiers techniques, technologiques. Vous étiez une usine dans la Somme hier. Oui, c'est dans la Somme. Alors, une usine contre-exemple positif, 80% de femmes. Et ça ne s'est pas fait par hasard, alors que c'est vraiment des métiers qui sont des métiers techniques, et vraiment dans l'industrie, 56 employés, 80% de femmes, parce qu'ils ont changé les horaires. Et en fait, en changeant les horaires, en fait, ça fait du bien à tout le monde, pas qu'aux femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont aménagé c'est-à-dire qu'ils ont offert la possibilité à leurs salariés de choisir des horaires, soit les horaires dits du matin, de 6h du matin jusqu'à 13h, soit des horaires dits de journée, de 7h45 jusqu'à 15h30. Et ce qui a permis, en fait, d'avoir une adaptation des postes. Il se trouve d'ailleurs que l'une des personnes qui m'en a le mieux parlé, c'était un jeune père qui m'a dit « Moi, j'ai choisi cette entreprise justement parce que comme ça, je dépose mon enfant le matin au périscolaire, je peux le récupérer l'après-midi. » Donc quand on fait progresser les horaires, on ne les fait pas progresser que pour les femmes. Parce que moi, j'en ai un peu assez quand on parle de conciliation vie familiale, vie professionnelle, comme si ça ne s'adressait jamais qu'aux femmes. Parce qu'en permanence, à nous-mêmes, on répète ces discours-là. C'est-à-dire on redit finalement insidieusement que la parentalité, c'est d'abord une question qui concerne les femmes. Non, quand on parle conciliation vie familiale, vie professionnelle, ça s'adresse aux parents, à ceux qui sont déjà parents et à ceux qui aimeraient l'être demain. Et donc ça s'adresse aux femmes et ça s'adresse aux hommes. Quand on progresse là sur la question des congés, ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale sur la question du congé de naissance par exemple, je suis battue pendant 3 ans sur cette mesure, ça permet d'avoir, au-delà des congés maternité et paternité, un congé supplémentaire de naissance de 2 mois pour chacun des parents, enfin vraiment bien rémunéré, 70% le premier mois en fonction du salaire précédent et 60% le deuxième mois.
et pas transférable, pour pas que ça se finisse avec 4 mois pour l'un, c'est-à-dire 4 mois pour l'une et 0 pour l'autre. Donc ça, c'est aussi des choses qui font progresser la société en termes de parentalité. Bref, mais sur les métiers, le vrai sujet, il est sur les sciences et sur les maths. Et le décrochage, pour le coup, il se fait pas même au collège ou au lycée, il se fait dès le CP. Ça a été mesuré scientifiquement, c'est-à-dire que nos enfants, nos petites filles, elles décrochent en mathématiques dès le CP. Pas parce que leur ADN est programmé pour ne pas aimer les maths ou ne pas réussir en maths. D'ailleurs, en général, elles réussissent mieux ensuite leurs études dans ces matières-là quand elles s'y mettent. Le sujet, il est de revoir aussi nos propres biais, nos propres stéréotypes. C'est pour ça qu'on travaille sur la formation des enseignants, la manière avec laquelle on va solliciter nos enfants dans la classe, la manière avec laquelle ils se comportent, l'espace qu'occupent nos enfants, les cours d'école. Enfin, tout ça, c'est pas du tout anecdotique. C'est la manière avec laquelle ensuite on prend la parole, on prend la place, on prend l'espace, on décide de l'occuper, et la partie formation essentielle, les plans dédiés qu'on a fait, filles et maths, filles et sciences, parce que tous les métiers de demain sont des métiers dans lesquels on ne va pas pouvoir se passer des femmes de toute façon, à la fois pour un impératif moral, mais même pour un impératif économique. Dans les pays dits sous-développés, les femmes sont très très en avance, très très fortement représentées. Dans les pays pas sous-développés mais en développement, elles sont presque 40% maintenant dans les filières scientifiques. Nous, en fait, on ne fait que baisser. On regardait les dernières stats, notamment en Polytechnique, mais aussi dans toute autre filière STEM, ça régresse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive absolument pas à entraîner l'éducation, les familles également? Je me suis posé la question. Moi, je suis allée notamment au Maroc, parce que le Maroc est un exemple en la matière, notamment sur les filières ingénieurs, pour essayer de comprendre. Et en fait, c'est assez corrélé à ce que disait au départ Cécile Duflot sur la question de l'autonomie économique et financière. Les femmes auxquelles j'en ai parlé en disant « aidez-moi à comprendre ». Qu'est-ce qui fait que chez nous, on n'a pas le même taux que chez vous sur les femmes ingénieurs? Je dis, mais nous, c'est simple. Cette filière, c'est la filière qui nous permet d'être autonomes économiquement et financièrement. Et donc, on prend cette filière parce qu'on veut pouvoir faire nos propres choix. Donc, on est dans des situations qui, en fait, ne sont pas du tout comparables au départ, parce qu'on n'a pas le même éventail, on n'a pas la même liberté de choix, les mêmes possibilités. Mais ça veut dire aussi que ces femmes, elles ont été orientées à un moment vers cette filière. Elles se sont elles-mêmes aussi beaucoup orientées. En France, ce n'est pas le cas. C'est vraiment des situations très différentes en fait au départ. Mais elles, moi, ce qu'elles m'ont dit, ce qu'ont dit à la fois leurs professeurs, ce qu'ont dit leurs écoles, et ce qu'elles-mêmes m'ont dit, c'est ça. C'est-à-dire que nous, notre liberté, on l'acquiert par l'emploi. Et notre liberté, on l'acquiert par le salaire. Mais là, on est dans une idée qui ne germe pas dans l'esprit des femmes en France. Non, c'est une question d'éducation économique et financière des filles et dès le plus jeune âge, sur la manière avec laquelle on a peut-être un peu trop oublié que, au-delà de la question des violences, la première liberté à acquérir, c'est ce que nous avaient plutôt transmis nos mères, je trouve, et qui peut-être s'est étiolée. La première liberté, c'est la capacité à faire nos choix par soi-même. Et pour faire ces choix par soi-même, il faut être indépendant. Il faut être indépendant économiquement. Il faut réussir à gagner sa vie. Et ça, je trouve qu'en effet, c'est quelque chose qui a un peu régressé. Il y a deux sujets quand même qui me semblent importants. Le premier, c'est la question des stéréotypes de genre. C'est-à-dire que les petites filles sont comme ci et les petits garçons sont comme ça. Et les études qui ont été faites, notamment sur la capacité, c'est vrai que ce décrochage, il existe très jeune. C'est que si vous demandez à des filles de 10 ans de faire un exercice, le même exercice, mais en l'appelant un exercice de graphisme ou un exercice de mathématiques, de géométrie, dans le premier cas, elles réussissent mieux que les garçons, dans le second, moins bien que les garçons. Donc cette autocensure, elle existe et elle est produite par notre société très tôt. Donc s'interroger et remettre à l'agenda les questions de déconstruction des stéréotypes de genre très très jeunes, y compris effectivement de former les enseignants, parce que même les femmes, à leur propre insu, reproduisent ces stéréotypes-là. Il y a une étude qui avait été absolument... j'allais dire, dévastatrice, qui montrait qu'on faisait passer les mêmes oraux sur la côte est des États-Unis, des oraux d'histoire de l'art, à une promotion moitié garçon, moitié fille, devant un jury d'hommes et de femmes. Ils notaient les résultats et ils enregistraient les prestations. Et ensuite, ils ont dit à un jury sur la côte ouest des États-Unis qui faisait un test sur la comparaison des jurys. Et donc, ils leur ont présenté des étudiants qui passaient des oraux, les mêmes sujets, sauf que c'était des comédiens. Et donc, les oraux qui avaient été passés par des filles étaient passés par des comédiens, étaient reproduits par des comédiens hommes. Il y avait une promotion partagée. Eh bien, la notation, elle enlevait 2 points par rapport à la note obtenue par les garçons au même travail réalisé par une fille. Et ce qui est terrible, c'est que cet écart de notation, il était le même
que le jury soit un homme ou une femme. Et donc les filles étaient sous-notées. Et les filles étaient sous-notées. Donc il y a un vrai sujet de déconstruction. Et le deuxième, je voudrais revenir quand même sur cette question d'écart de salaire. Nous, chez Oxfam, on insiste beaucoup sur ces 22%. Parce qu'on dit, ah ben non, c'est pas très honnête parce qu'ils sont pas sur le même poste. Oui, mais pourquoi les femmes sont moins bien payées? Parce qu'elles sont, si on prend ce chiffre-là, parce qu'elles sont à temps partiel. Pourquoi elles sont plus à temps partiel? Parce qu'elles arrêtent plus de travailler pour s'occuper des enfants. Donc oui, la question de dégenrer, la question de la garde des enfants est prioritaire, mais aussi parce qu'elles travaillent beaucoup dans les métiers du soin et les métiers médicaux qui sont bien moins rémunérés. Alors que ceux-là, pour le coup, ils ne pourront pas être sauf si elles sont chirurgiennes. Oui, non, mais, alors, c'est vrai que c'est la question principale du genre des secteurs. Ça, c'est sûr qu'il y a peut-être 80% des secteurs aujourd'hui qui sont genrés. Mais vous avez raison sur la parentalité. Là où il y a une injustice totale, c'est qu'effectivement, les femmes aujourd'hui peuvent travailler. Je pense qu'on ne nous a pas assez éduqués à l'autonomie financière également en étant mère, puisqu'à 2 enfants, on passe en temps partiel, et puis à 3 enfants, les femmes ne travaillent plus. Donc la question de la réappropriation... Ce dont vous parlez, c'est le sujet de Jari. Bonsoir, Jari. Je peux lui passer la parole. Vous avez fondé une association qui s'appelle Not Only Women, jeu de mots entre woman et mum. Vous n'êtes pas seulement des mamans et des femmes, vous êtes plus. Et vous portez la voix des mamans solo pour lutter contre la précarité et l'isolement. Donc tout ce qu'on est en train de dire, en fait, ça vous parle, Jari? Exactement, bonsoir. Donc, je m'appelle Jari Dia, donc je suis maman solo de 2 enfants. Et donc, je suis présidente et fondatrice de l'association Not Only Women, qui veut dire pas seule ou pas seulement femme et mère. Une association qui lutte contre l'isolement et la précarité des femmes. Et en fait, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle aussi d'une certaine forme de violence dont je trouve qu'on ne parle pas assez. C'est-à-dire que après la violence conjugale vient la violence, plusieurs formes de violence qui sont invisibles. C'est la violence qui touche la précarité, les formes de précarité, qu'elles soient financières, physiques et affectives, et l'isolement des femmes, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le après. Après la séparation, c'est quelque chose d'assez... c'est un moment déjà qui met tout le monde KO. C'est-à-dire que là, il faut repenser seul, il faut revoir toute la gestion du foyer seul. Et en fait, la monoparentalité, c'est vraiment un statut qui, aujourd'hui, on doit vraiment mettre en avant et assumer un vrai statut juridique et pas seulement qu'un statut administratif. Anne-Cécile Melfer a envie de vous répondre, Jari. On travaille beaucoup avec les associations de familles monoparentales. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on devait donner un visage à la précarité en France, c'est vraiment ça, c'est le visage d'une mère isolée. Les familles monoparentales sont les familles les plus pauvres. Les enfants, 45% des enfants qui vivent dans une famille monoparentale sont des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc ça, c'est les enfants en France. Les enfants pauvres sont des enfants qui sont élevés par des mères seules. Donc c'est un sujet qui est grave, qui concerne les femmes, bien sûr, mais aussi les futures générations, enfin nos enfants collectivement de notre pays. Et cette précarité-là, elle va entraîner beaucoup d'autres conséquences. En tout cas, nous, ce qu'on a vu à la Fondation des femmes, on a créé un observatoire, l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes, qui vient regarder en fait à quel moment il y a des décrochages. Pourquoi est-ce que effectivement les femmes sont moins riches que les hommes? Et c'est vrai qu'il y a un sujet, bien sûr, d'ambition et de ce qu'on veut faire et du fait qu'on ne demande pas assez, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des moments dans la vie où, globalement, toutes les femmes décrochent à certains moments. Il y a le moment où on se met en couple, le moment où on a des enfants, le moment où on divorce, le moment où on devient aidante, le moment où on devient retraité. Bref, à chaque étape de la vie, en fait, c'est vraiment il y a des obstacles continus dans la vie des femmes, des obstacles structurels qu'on peut lever collectivement. Et dans ces obstacles structurels, il y a un énorme, c'est le divorce. À 2 ans après un divorce, les femmes ont perdu 20% de leur niveau de vie d'avant, en moyenne, alors que les hommes ont déjà regagné un niveau de vie supérieur à celui d'avant le divorce. Donc on voit qu'il y a des parcours différents quand on est une femme et quand on est un homme dans le divorce. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs problèmes sur les familles monoparentales. Déjà, un énorme problème de paiement des pensions alimentaires, quand même.
un problème de fiscalisation des pensions alimentaires. Donc là, on est en train d'essayer d'aider les mamans à avoir les pensions alimentaires défiscalisées, parce qu'aujourd'hui, elles sont comptabilisées par l'État, par l'administration fiscale comme un revenu, alors que c'est l'argent du papa pour payer les affaires des enfants. C'est pas alors là, c'est en cours dans le budget qui est actuellement en cours d'examen. Encore faudrait-il qu'il soit voté. Ça y est, en fait, on est content déjà de cette... Alors, c'est pas encore voté, attention. Le budget n'est pas encore fait. C'était dans la niche fiscale en commission de la France Insoumise mercredi. Il y a plusieurs projets en cours. Donc en tout cas, nous, on se bat pour ça et il faut absolument que ce soit le cas, mais ce sera de toute façon absolument pas suffisant. Et puis l'autre chose qui est étonnante et qui revient aussi sur les discussions qu'on vient d'avoir, c'est que quand on regarde un peu quel type d'emploi ont les femmes chefs de famille monoparentales, on se rend compte qu'elles sont 2 fois plus nombreuses à occuper des emplois très précaires, mal payés, à des horaires tout pourris, alors qu'elles sont les seules à s'occuper, à pouvoir être là pour les enfants. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Alors que les femmes qui sont en couple sont 2 fois moins nombreuses à être dans ces emplois-là, alors qu'on pourrait se dire, une femme chef de famille monoparentale ne peut pas se permettre de ne pas être... Eh bien, malheureusement, elles sont 2 fois plus nombreuses dans ces emplois. Donc, il y a aussi quelque chose à travailler dans les emplois. Mieux payer, en fait. Mieux payer tous les emplois du soin, du care. Mieux payer les fonctionnaires, parce qu'en fait, les femmes sont une grosse partie des fonctionnaires dans notre pays. Mieux payer tous ces emplois dans lesquels il y a des femmes, ça permettrait aussi d'aider énormément toutes les familles, et en particulier les familles monoparentales. Et puis, faire en sorte qu'il y ait... réduire au maximum les emplois partiels pour pouvoir soutenir toutes ces femmes chefs de famille monoparentales dans cette idée d'une autonomie, d'une indépendance financière qui est la clé, effectivement, là-dessus on se rejoint toutes, je crois, vraiment la clé de tout. Et la clé, un tout petit point sur ce que vous avez dit, vous avez parlé de solitude affective, parce que je pense aussi qu'il y a un vrai sujet de stigmatisation. On parle des représentations des petites filles, mais on a beaucoup dit, et on dit souvent, à la fois que les enfants sont plus pauvres, que les mères sont absentes, que ça a un lien avec la délinquance. Enfin, les femmes qui élèvent seules leurs enfants, en plus de cette charge-là, elles portent cette responsabilité. Alors qu'il y a la question de la responsabilisation des hommes et des pères, et notamment sur le montant des pensions alimentaires. À un moment, il va falloir quand même poser le débat où on estime qu'un homme peut, et encore il ne le paye parfois pas, en donnant 150 € par mois pour élever ses enfants. Il y a un sujet, et comme les femmes se sentent un peu culpabilisées... Un enfant coûte 600 € en moyenne. Exactement. Ce qui explique cet écart dont parlait Anne-Cécile, c'est qu'effectivement, quand vous n'avez plus à payer pour les enfants, que vous êtes le père, vous pouvez regagner du pouvoir d'achat, alors que la mère, elle assume tout et elle ne va jamais laisser tomber ses enfants. Donc je pense que vraiment, là, il faut aussi lever une espèce de honte et de poids de ces femmes qui pèsent sur leurs épaules comme si c'était de leur faute et qu'elles devaient, entre guillemets, expier cette situation. Là, vraiment, je pense qu'il y a besoin, de la même manière qu'il y a eu MeToo, je pense que sur la monoparentalité et la place de ces femmes, on devrait au contraire leur dire merci, en fait. Et la place de la parole des mères en général dans notre société, il faut absolument qu'on l'entende beaucoup plus. Nous, les féministes, c'est vrai qu'on a essayé au maximum de faire en sorte que les femmes sortent en fait de cette injonction à la maternité. Néanmoins, aujourd'hui, il est absolument urgent que les mères puissent aussi avoir une parole politique, avoir cette place. Parce que, par exemple, on parle beaucoup de dénatalité sous ce genre de sujet, mais jamais on interroge les mères. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Donc, on a plein de démographes, on a plein d'hommes qui parlent de l'avenir de l'humanité, mais alors on n'a pas les mères. Alors que pourtant, elles sont quand même les mieux placées pour nous dire qu'est-ce qui se passe pour elles et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait pour elles pour que la maternité soit plus simple, plus aisée dans notre pays. Donc, vraiment, la parole des mères, moi, je pense qu'il faudrait qu'on l'ait beaucoup plus fréquemment. Une parole puissante, une parole virile. Figurez-vous que c'est le mot qu'a choisi ce soir Mariette Darigrand. Je vous rappelle, Mariette, elle est sémiologue. Son métier, c'est d'interroger le sens des mots. Et alors, Mariette, vous avez choisi de me parler de virilité le jour des 80 ans du magazine Elle, le magazine féministe. Mais oui, vous n'êtes jamais un paradoxe près. Vous allez voir que les femmes peuvent et doivent être viriles, qu'elles soient mères ou pas mères. Et simplement, il faut écrire le mot viril avec un E au bout, évidemment. C'est ce qu'on a fait jusqu'à la fin du XVIe siècle en français, viril, comme en anglais d'ailleurs, et pour les deux sexes, parce qu'effectivement, la virilité n'est pas spécialement genrée. C'est une énergie qui va aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Alors pourquoi certains, au XVIIe siècle, au début, font tomber le E ? Eh bien...
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les hommes qui nous ont piqué le E. Exactement, ils ont piqué la notion, comme beaucoup de choses intéressantes. Alors, les hommes, disons, le monde, la doxa, l'opinion majoritaire, mais effectivement, il y a eu, on pourrait appeler ça des vols de virilité à plusieurs moments. Alors, il y a un moment très fort, c'est quand Jules César, vous savez, Jules César, eh bien, il fait penser que ces hommes de troupe doivent être appelés les virils. Vires, en latin, V-I-R-E-S, c'est-à-dire ceux qui ont la vis, V-I-S, c'est l'origine du mot virilité, c'est une force extraordinaire, qui n'est pas du tout genrée, qui vient de la nature. En fait, elle est calquée, elle est en analogie avec la nature au printemps. Alors, quand on l'a réduit à la partie de l'humanité masculine, eh bien, on fait 2 erreurs, en fait. La première erreur, c'est qu'on dit, être viril, c'est être comme un homme de troupe de Jules César. Donc, c'est être combattant et guerrier, première erreur. Et deuxième erreur, les femmes ne sont pas capables de cette vaillance. Alors, écoutez, il faut remonter encore plus haut dans l'histoire romaine, parce que, oui, les déesses où les femmes puissantes pouvaient être appelées viriles à ce moment-là. Elles n'étaient pas du tout masculines. Elles étaient justement en analogie avec cette force de renaissance. Alors évidemment, le problème, parce que tout ça, c'est la même étymologie, c'est quand cette virilité devient virilisme. Et qu'à ce moment-là, elle est trop importante, elle est violente, tout ça, c'est la même. Mais ce que je veux dire, et surtout aux femmes politiques ou aux femmes institutionnelles, aux femmes qui dirigent des associations, c'est qu'aujourd'hui, devenir masculine pour avoir de l'autorité, c'est se couper d'une partie essentielle de notre identité. On peut être viril et continuer à porter des robes. Oui, même des robes à fleurs, parfois, qui ont été critiquées. Mais justement, il faut le faire parce que nous avons là, et c'est tout à fait inattendu, mais c'est l'histoire du langage qui nous le montre, une sorte de rôle modèle inattendu dans la personne de Vénus, qui est aussi dans la même famille sémantique. J'y pensais quand vous avez fait allusion à Emmanuel Béard, parce que Vénus, c'est celle qui sort de l'eau. Elle est extrêmement féminine, mais elle est aussi, évidemment, très puissante. Alors, la Vénus politique, elle n'est pas connue, parce qu'en fait, on a ensuite fait des tas de choses autour de la Vénus romantique, déesse de l'amour, avec ses colombes, ses roses, etc. Mais à l'origine, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est une déesse extrêmement politique. Et donc, elle est politique parce que, justement, elle sait réguler cette fameuse vice. Et au fond, une des dimensions de cette vice, c'est la pulsion sexuelle. Et donc, elle nous rappelle que la première fonction du politique, c'est de faire régner une force régulée pour tout le monde, une belle énergie, pacifiée, sans violence, en particulier entre les sexes. Alors pour finir, je dirais, Lynn, on l'a bien entendu, c'est pas encore gagné ce combat-là. On est quand même longtemps après, mais évidemment il faut le continuer. Alors on a 2 choses à faire, vous l'avez dit, déconstruire ces fameux stéréotypes de genre, certes, mais je crois aussi faire une autre chose, c'est aider les femmes à se réapproprier cette virilité non genrée, cette énergie vitale. Elles y ont droit, elles les complètent, et je crois que ça fera du bien à tout le monde. Là, vous vous adressez à 2 femmes politiques, à des femmes engagées, des femmes puissantes. Mais moi, je voulais interroger Cécile Duflot et Aurore Berger sur ce point. Est-ce que c'est quoi aujourd'hui être une femme en politique? Et est-ce que la féminisation du pouvoir y a changé quelque chose? Alors déjà, la féminisation du pouvoir, elle est limitée. On a sorti un rapport que vous pourrez trouver sur le site d'Oxfam France, qui a essayé de calculer le taux de féminisation du pouvoir en France. C'est un index qu'on va publier chaque année, en mettant pas seulement les parlementaires ou les ministres, mais en ajoutant les directeurs de cabinet, les présidents d'agglomération, etc. Et on arrive à un taux de 28%. Donc la féminisation, malgré la parité, malgré tout un tas de dispositifs, on en est encore très loin. Il y a encore des organismes en France qui n'ont jamais été présidés par une femme, le Conseil d'État. Oui, mais là, on parle en direct de l'Assemblée nationale, qui est présidée pour la première fois par une femme. Comme vous dites, pour la première fois. Je dis, il y en a encore d'autres. Enfin, tous les bastions ne sont pas tombés. Ce qui est compliqué, et je trouve que l'intervention de Mariette Darrigrand. Oui, de Mariette est vraiment... J'allais l'appeler par son prénom, mais je me suis arrêtée. Et j'ai le droit. Donc de Mariette est intéressante parce que, justement, elle dit cette force vitale, c'est pas une force masculine, c'est une force humaine et elle sert à réguler.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu cette confusion qui s'est transmutée dans le politique, où même les femmes ont été prisonnières de cette idée qu'il fallait démontrer du virilisme, des compétences purement masculines, effacer sa dimension féminine pour avoir l'air d'être puissant. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on regarde une séquence qui s'est produite il y a quelques jours à l'Assemblée nationale? Non, Cécile Duflot, ça ne vous concerne pas avec la robe. On n'a pas choisi cette séquence. On veut passer aussi à autre chose, j'imagine, vous aussi, à un moment dans la vie. Ça va, j'ai compris. Mais regardez. Finalement, les choses ne changent pas énormément. Est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte? Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. Je recontextualise. Le député UDR Géraud Verny s'en prenait à Sandrine Rousseau qui venait de prendre la parole dans l'hémicycle pour lui dire, en gros, quand elle parle, elle serait priée de parler moins aigu. Et finalement, est-ce qu'il ne faut pas davantage retenir la réaction de Yael Braun-Pivet? C'est-à-dire que des séquences comme celle-là, on en voit encore en 2025 dans l'hémicycle, Laurent Berger. Mais parce qu'il faut être lucide sur le fait qu'il y a un certain nombre d'attaques qui sont quand même très liées à la question du genre. L'attaque sur la voix, l'attaque sur le physique, sur les cheveux, sur nos habits. Ce sont des remarques, en effet, qui continuent à exister. D'ailleurs, qu'elles soient vues comme des qualités, d'ailleurs, ou comme des défauts. Mais souvenez-vous, quand Elisabeth Borne est nommée, les premières remarques sont faites aussi sur quelle tenue elle a choisi de porter. Voilà. Donc il y a une forme d'instinct primaire en permanence qui se réactive sur ces sujets-là. Ce qui compte, c'est que le rappel à l'ordre, par contre, il est fait par une femme. Et en effet, je préfère retenir ça. Retenir qu'à un moment, c'est une femme qui a l'autorité dans la pièce, c'est une femme qui a l'autorité dans l'hémicycle pour dire maintenant, ça suffit. Et qui a l'autorité nécessaire pour le faire. Et donc je pense que c'est ça qui évolue. Après, moi, j'ai jamais aimé les qualificatifs sur le pouvoir féminin, masculin. J'aime pas l'idée qu'il y ait des qualités intrinsèques qui seraient féminines, parce que sinon, il y a aussi des défauts intrinsèques qui seront féminins, et ainsi de suite. Le sujet, il n'est pas qu'on exercerait le pouvoir de manière différente. Moi, je ne crois pas à ça. Le sujet, il est qu'on puisse exercer le pouvoir. Point. Et qu'on considère légitime et normal qu'une femme préside, qu'une femme dirige, que des femmes soient maires. On va avoir les premières élections paritaires dans notre pays au moment des élections municipales en mars prochain. Pour la première fois dans 100% des communes de France, la parité sera la règle. Et pour l'instant, pour le moment, quand on en parle, c'est surtout pour parler du casse-tête que cela représente localement. Oui, mais parce qu'on entend les mêmes arguments qu'il y a 20 ans et on me sort toujours le même exemple d'une femme maire qui a du mal à monter une liste, etc. Parce qu'elle, c'était le contre-exemple où il y avait une femme en plus. Très bien. Enfin, il y a surtout des femmes en moins aujourd'hui. On estime qu'il va y avoir 50 000 nouvelles femmes élues grâce à ça. 50 000 nouvelles femmes qui, pour la première fois, vont accéder à des responsabilités, vont devenir conseillères municipales, adjointes au maire, entrer dans des intercommunalités et qui donc seront tout le vivier ensuite de demain de parlementaires, de conseillers départementaux, régionaux, de présidents d'intercommunalités, de départements et de régions. Donc ça, c'est une petite révolution et c'est pas qu'une révolution symbolique, c'est une représentation qui va changer, qui va évoluer. Et le sujet, il n'est pas encore une fois sur la manière avec laquelle elles vont exercer le pouvoir, c'est juste qu'elles vont être dans la pièce et qu'elles vont être en capacité de l'exercer. Je voudrais qu'on aborde à présent un autre sujet, un autre secteur d'inégalité, c'est celui de la santé et de nos corps, les corps des femmes. Alors c'est vrai que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, 85 ans et demi d'espérance de vie contre 80 ans. Mais dès qu'on parle de santé, on touche à un scandale sanitaire qui existe encore aujourd'hui, qui perdure, c'est les biais sexistes. La recherche médicale continue de prendre le corps masculin comme référence. Les douleurs des femmes continuent d'être minimisées. C'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'une femme est plus... on considère qu'elle va être plus au bord de la crise de nerfs qu'au bord de la crise cardiaque. C'est un vrai scandale sanitaire aujourd'hui. Oui, mais parce que c'est vrai que la médecine, elle a longtemps été adossée et sur le corps des hommes. Et donc, ça s'est même vu, nous, dans les débats parlementaires, sur la question des remboursements qui peuvent exister, sur ce qui est considéré comme de l'urgence ou pas de l'urgence, sur les prises en charge qui sont faites, où c'est vrai que pendant longtemps, des maladies masculines, pour le coup, ont été mieux remboursées, mieux traitées, mieux vécues que l'étaient les maladies féminines. Et puis, un autre sujet, c'est que quand on parle de santé des femmes, on réduit la santé des femmes
à la santé sexuelle ou à la Gynécologique. santé reproductive. Le corps des femmes, il n'est pas que ça. Les premières causes de maladies pour les femmes, c'est les maladies cardiovasculaires qui sont aujourd'hui sous-diagnostiquées. Donc le premier sujet, il est là, c'est d'assumer que notre santé, c'est pas que la santé sexuelle et reproductive, c'est une part essentielle de notre santé, d'accès aux soins évidente qu'il faut encore renforcer, mais on n'est pas que ça, on n'est pas que des organes reproductifs, ce qui pose d'ailleurs d'autres questions sur la ménopause, au moment où ça s'arrête et au moment où on considérait pour certains qu'on n'a presque plus de fonction dans la société parce qu'on n'est plus justement en capacité de reproduire. Là aussi, c'est des tabous. Mais Anne-Cécile Maillefert, là aussi, on peut quand même noter les progrès qui ont été faits. La ménopause, aujourd'hui, elle s'impose dans le débat. On en parle davantage, on en parle beaucoup plus. Non, davantage, c'est vrai que partir de 0 à 1, voilà, c'est pas mal. Plus on n'en parlait 100%. pas du tout. Non, franchement, on n'en parlait pas du tout. Nous, on a fait un sondage avec la MGEN il y a quelques années où on posait c'est le premier sondage d'ailleurs qui existe sur la ménopause que vous pouvez trouver en France sur le ressenti des Français et des Françaises sur la ménopause. Et dans la question qu'on posait, c'était par exemple, on posait la question aux hommes s'ils étaient au courant à savoir où est-ce qu'on était madame quand ils étaient en couple hétérosexuel, où est-ce qu'on était madame sur sa ménopause. Et bien 6 hommes sur 10 ne savent pas. On en parle peut-être, mais du coup, on en parle pas. Mais ils ne savent pas parce qu'elle ne lui aura pas dit. Elle leur a... non, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas posé la question. C'est vraiment des sujets qui sont voilà, ignorés, qui sont tabous, qui ont des vraies conséquences. Après, moi, je peux comprendre pourquoi il y a des réticences encore aujourd'hui pour aborder ces sujets, en particulier en entreprise, puisqu'on sait malheureusement que dès qu'on ramène des sujets qui ont trait uniquement aux femmes, ça peut être une nouvelle occasion pour un certain nombre d'hommes de faire à nouveau preuve de sexisme. Mais néanmoins, il faudrait qu'on réussisse à faire en sorte que les conséquences de la ménopause, et la ménopause, en fait, il y a aussi avant la préménopause, périménopause, ça peut durer plusieurs années avec des conséquences réelles en termes de problématiques de sommeil, de problématiques à tous les niveaux de dépression, etc. Donc, c'est des sujets qui sont importants et qui peuvent avoir des conséquences non seulement d'ordre personnel, mais aussi professionnel. Et donc, c'est des sujets qu'il faudrait réussir à aborder, justement, sans sexisme. Garance, elle essaye de les aborder, ces sujets. Bonsoir, Garance. Bonsoir. Vous êtes comédienne et vous avez créé un podcast qui s'appelle « Un corps à soi ». De quoi y parlez-vous ? Tout à fait. Donc, c'est un podcast que j'ai créé avec l'espoir de libérer, d'une certaine manière, la parole des femmes sur leurs expériences traumatiques ou difficiles gynécologiques, principalement donc axées sur la partie de santé mentale, qui est souvent quelque chose qu'on laisse de côté sur ces sujets-là. Et ce qui est assez évident, c'est plusieurs constats qui finalement, malgré la diversité des expériences, la diversité des maladies ou des expériences abordées, notamment certaines dont on n'entend jamais parler, je pense notamment au SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques qui touche quand même une femme sur 10, autant que finalement l'endométriose dont on parle beaucoup moins que l'endométriose. Donc tous ces sujets-là, on trouve quand même un point commun, c'est la première expérience gynécologique dont toutes les femmes se souviennent en règle générale et qui souvent vont définir leur rapport à la médecine. Très souvent, malheureusement, elle est soit vraiment traumatique, soit simplement pas assez de réponses aux questions. Des examens parfois non désirés dès la première expérience. Aussi parfois un rapport dans la famille où c'est quelque chose de très tabou dont on ne parle pas. Et donc souvent, la capacité des femmes à en parler derrière va être dépendante de ça. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, notamment sur le rapport finalement entre les médecins et les patients. La possibilité pour les femmes de pouvoir s'exprimer lors d'un rendez-vous, de pouvoir poser des questions, mais aussi plus largement dans la société, en fait, de pouvoir parler de ce qu'elles traversent. Même entre amis, finalement, on en parle peu. C'était aussi le constat du podcast, c'est que même entre femmes, il y a énormément de tabous posés là-dessus. Et on a cette espèce de poids, cet héritage de nos mères, nos grands-mères ont passé des choses tellement plus difficiles, ont eu des avortements clandestins. Enfin, toutes les femmes ont cette espèce de poids de elles n'ont rien dit, elles ont vécu, donc pourquoi est-ce que moi je me plaindrais ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je prendrais la parole là-dessus ? C'est ça. Et on a cette espèce de aussi d'héritage de faut être forte, ces sujets-là n'intéressent pas la majorité des gens. Je vais pas m'attarder là-dessus. Et ça a des conséquences graves, notamment le fait que des femmes, après des premiers rendez-vous donc gynécologiques potentiellement traumatiques, ne se soignent pas, en fait, tout simplement, ne vont pas assez chez le médecin, laissent s'installer des maladies, notamment des lésions précancéreuses, je pense notamment au papillomavirus. Et ça a des vraies conséquences sur leur santé à long terme.
C'est quelque chose d'intéressant quand même qui a été dit là, et ça fait le lien avec ce que vous disiez sur viril. C'est vrai qu'on a l'impression quand on a une femme, si on est forte, on dit rien. Alors qu'en fait, soyons fortes, disons les choses. Et c'est vraiment une preuve de force en réalité que de pouvoir dire les choses, assumer les choses. C'est aussi ça, c'est parce qu'on a cette force-là qu'on peut dire les choses. Donc juste pour revenir sur cette expression que vous utilisiez, il y a aussi dans la médecine, on le sait, une mainmise qui s'est construite au fil des siècles des hommes sur la santé des femmes. Il faut, pour les femmes en tout cas, et les premiers mouvements féministes aux États-Unis à la fin du 19e siècle sont aussi des mouvements sur la question de la santé des femmes, de l'autonomie des femmes par rapport à leur propre santé, pour qu'elles puissent mieux connaître leur corps, faire part et pour elles-mêmes aussi dans une certaine mesure. Et je crois qu'on en est encore là aujourd'hui en France, que les femmes puissent mieux connaître leur corps, parce que par exemple le clitoris, quand même, les premières échographies du clitoris, je crois que c'est dans les années 90. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'on a inventé le Viagra avant de savoir à quoi ressemblait un clitoris. Voilà. Donc on voit bien que les femmes, il faut absolument qu'elles puissent avoir accès à l'information, qu'elle puisse être au maximum, on revient aussi à cette question d'autonomie, d'indépendance, pour qu'elle puisse aussi être dans une relation beaucoup plus saine avec le corps médical et pas attendre que Dieu le médecin puisse poser un diagnostic. Oui, d'ailleurs, c'est finalement historiquement assez récent que les femmes aient perdu un peu la main sur ces sujets-là qui étaient majoritairement maîtrisés par des sages-femmes pendant longtemps. Et quand la médecine effectivement masculine a repris la main sur ces sujets, ils ont aussi d'une certaine manière évincé un peu les femmes de ces questions. On pense notamment aux positions pour l'accouchement qui est complètement improbable pour le corps féminin, mais fait pour... Ils ont même interdit les femmes de médecine, interdit les femmes de la faculté de médecine. Exactement. Ça a été un combat. Et c'est important de dire aux femmes qu'aujourd'hui, il y a aussi des sages-femmes qui coûtent aussi souvent moins cher, qui sont secteur 1 et qui sont plus approchables d'un point de vue financier, qui sont parfaitement en capacité, si ce n'est plus, à répondre à ces questionnements aussi. C'est ce que je voulais dire sur les bonnes nouvelles. Il y a quand même une évolution, parce que MeToo a aussi produit ça chez les plus jeunes générations, notamment une aisance à parler de la question des règles. Dans les générations plus jeunes, à pouvoir échanger au collège dans un certain nombre d'endroits de façon très libre sur ces sujets-là, ce qui n'était pas du tout possible il y a 20, 30 ans, et avant absolument pas du tout. Et vous l'avez dit sur les sages-femmes, et en particulier les jeunes sages-femmes. Pour le coup, je porte un témoignage, parce que je suis aussi membre du comité consultatif national d'éthique, du travail qui a été fait sur les violences gynécologiques et sur les recommandations. Il y a quand même eu beaucoup de travail fait par les professionnels elles-mêmes, les sages-femmes notamment, mais aussi un certain nombre de gynécologues sur la question du consentement, sur comment approcher les sujets. Et moi, il se trouve que j'ai eu 4 enfants, donc 4 grossesses, dont le premier a 30 ans, donc ça date un peu. Et récemment, j'ai rencontré une jeune sage-femme. À un moment, j'ai rigolé parce qu'elle me demandait avant de m'effleurer la peau, et je disais, vous savez, j'ai eu 4 accouchements, dont certains au siècle dernier, c'était une autre époque. Et c'était très marrant presque, ce qu'elle me disait, est-ce que là je peux, est-ce que je peux continuer? Et en fait, je me suis dit, c'est possible. Donc vraiment, pour le coup, ces sujets-là, et sans grande mobilisation financière, même s'il faut améliorer le statut des sages-femmes, on peut changer beaucoup de choses sur ces questions-là, et je pense que votre travail... Je vous vois très attentive, je voudrais vous entendre, Marie-Josée. Je suis retraitée, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai élevé seule 2 enfants, et toute ma vie j'ai milité. À 20 ans, j'étais dans la rue pour la défense de l'avortement, la pilule. Donc moi, je suis la génération après 68. Je suis abonnée à elle depuis mes 20 ans. Donc on a été biberonnés avec tout ça. Et j'ai toujours milité dans mon métier. J'ai d'abord été déléguée donc, pour défendre un peu les statuts. Après, je suis devenue cadre, donc c'était un autre point de vue. Et j'ai toujours pris la défense des femmes. Et j'ai été contente d'avoir une fille et un garçon et de pouvoir élever ce garçon pour qu'il apprenne correctement ce que c'est qu'une femme. Vous parliez du corps des femmes, mais il faut que les hommes aussi connaissent l'anatomie des femmes. Vous parliez du clitoris, mais il y a 9 hommes sur 10, ils ne savent pas ce que c'est. Donc effectivement, il y a un boulot... les femmes, effectivement, doivent être défendues, mais il faut faire l'éducation des petits garçons. Et je pense que le sujet, il est vraiment fondamental. Quand on parle des féminicides, on ne se pose jamais la question pourquoi les hommes font ça. Et les chiffres augmentent encore, donc c'est terrifiant. Et pourquoi les hommes en arrivent
c'est jamais débattu dans les journaux quand on aborde ce sujet-là. On ne sait jamais pourquoi les hommes ont ce profil. Il se serait intéressant de savoir un peu ce qu'ils ont vécu, un peu de détricoter tout ça pour comprendre. En l'occurrence, on l'a vécu récemment avec le procès Jubilard, on a quand même beaucoup entendu parler de l'enfance de Cédric Jubilard, de l'adolescence de Cédric Jubilard. Et je voulais rebondir tout à l'heure aussi sur puisque nous constatons tous que la liberté des femmes passe par leur autonomie financière, il y a une loi sur l'égalité des salaires qui n'est pas appliquée. Alors qu'il y a des exemples, parfois on s'est rendu compte il y a quelque temps aussi que les jeunes conducteurs avaient des assurances auto plus élevées que les jeunes conductrices. Ça a été rétabli très très vite. Et on a remis les taux de cotisation d'assurance au même taux. Alors que les femmes, la loi sur... Si, la loi existe. Elle existe depuis combien de temps? Le principe de l'égalité salariale, elle a été renforcée. En 2019, on a créé l'index justement pour mesurer les écarts. Et la loi, elle est appliquée. Il y a des entreprises qui, chaque année, se font redresser. Chaque année, elles ont des indemnités à payer si justement elles ne justifient pas soit d'une bonne position sur l'index, soit elles refusent carrément de le publier. Ça peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc après, c'est ce que disait madame, c'est-à-dire ça dépend, encore une fois, de ce qu'on mesure. Et là, ce qu'on attend des entreprises dans la loi, c'est garantir par exemple qu'une femme qui revient de congé maternité ne va pas être pénalisée dans sa carrière et même que le congé va bien être pris en compte dans son évolution de carrière. C'est garantir qu'au même poste, elle va avoir le même niveau de rémunération. Enfin, il y a plein de critères qui sont mis en place et qui vont même être renforcés dans les semaines qui viennent puisqu'on va aller plus loin sur la transparence des salaires. Je voudrais donner le mot de la fin à Alice Augustin. 80 ans pour le magazine Elle. On a vu qu'il y avait eu du chemin accompli, qu'il y avait encore des combats à mener. Non, mais je trouve ça super intéressant. Je vous ai écouté toutes les trois avec vraiment grand intérêt. Je trouve que c'est génial de pouvoir discuter, de faire une émission entière sur le droit des femmes et tout ce qui reste à faire et de voir aussi un public aussi investi sur toutes ces questions. Et ça donne de l'espoir, j'espère que... Un grand merci à toutes les trois. Un grand merci à vous d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Je voudrais rappeler un numéro, le 3919. C'est donc la ligne d'écoute et d'orientation destinée aux femmes victimes de violences. Un grand merci aussi à Elle, numéro spécial 80 ans, en kiosque avec 3 couvertures différentes. Sophie Marceau, Inès de la Fressange, Léna Situation. Moi, je garde les 3. Je n'ai pas envie de choisir, mais je voudrais quand même retenir les mots très jolis sur les 80 ans d'Inès de la Fressange. C'est elle qui le dit dans ce numéro spécial. Il y a dans ce chiffre 80 ans la promesse de l'infini. Il suffit d'incliner le 8 pour que l'évidence s'impose. C'est pareil pour LCP, c'est le canal 8. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur la 8.